Et si je vous disais qu'une des femmes les plus brillantes de France a été contrôlée toute sa vie par un père qui la considérait comme une honte, que même après sa mort, cet homme a utilisé son testament comme une chaîne ultime, forçant sa fille de 67 ans à épouser un jeune homme de 22 ans pour éviter de perdre l'empire qu'elle avait elle-même contribué à bâtir. Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est un contrat humiliant, un jeu de pouvoir à plusieurs millions d'euros. Voici l'histoire d'Héloïse, de Léo et du testament qui a choqué l'élite parisienne. Préparez-vous, car la vérité derrière ce scandale est plus cruelle que n'importe quel tabloïd n'aurait osé l'imaginer. Si vous croyez que la dignité n'a pas de prix, ne partez pas sans vous abonner. Votre abonnement nous aide à raconter l'histoire de ceux qui ont lutté contre l'impossible. Aimez la vidéo et activez la cloche. Ensemble, dévoilons les vérités que le pouvoir tente de dissimuler. Héloïse Dubois, à 67 ans, était une force de la nature à Paris, aussi imposante que les immeubles haussmanniens dont elle rêvait autrefois. Son empire, bâti brique par brique avec la ténacité de celle qui devait toujours faire ses preuves, englobait tout, des bijoux rares aux hôtels-boutiques de la rive gauche. Femme fortunée, elle avait incontestablement réussi, mais sa silhouette corpulente et son âge avancé faisaient d'elle la cible constante de chuchotements malveillants et de regards condescendants dans la haute société française. Pour beaucoup, elle n'était qu'une vieille dame riche et grasse, une anomalie dans un monde obsédé par la jeunesse et la minceur. Pourtant, derrière son indifférence de façade, Héloïse ressentait le poids d'une ombre qui la hantait depuis l'enfance, celle de son père, Jean-Luc Dubois, patriarche autoritaire et tyrannique, décédé 10 ans plus tôt. Elle s'était libérée de son joug physique, mais le spectre de son emprise planait sur la fortune familiale, qu'elle avait non seulement héritée, mais qu'elle avait aussi agrandie et modernisée grâce à sa vision perspicace. Héloïse se croyait enfin maîtresse absolue de son destin et de son empire, jusqu'au jour où le testament de Jean-Luc fut lu. L'opulente demeure parisienne, sa cage dorée, lui semblait plus étouffante que jamais. Elle conclut, elle n'était pas seulement l'héritière, elle était l'esprit brillant derrière l'empire, et pourtant le secret le plus secret de son père. Léo Martin, 22 ans, vit une réalité bien différente dans le quartier populaire de Belleville. Étudiant en art talentueux, il peine à payer les frais médicaux de sa mère malade, cumulant 2 emplois précaires. Ses journées sont une course contre la montre, son art un rêve de plus en plus lointain. Léo est intelligent, fier, et porte le poids du monde sur ses jeunes épaules. Il perçoit l'élite parisienne comme un univers lointain et prédateur, un lieu d'excès et de privilèges qu'il ne pourrait jamais atteindre. Héloïse et lui viennent de planètes différentes, séparés par la richesse, l'âge et l'expérience. Il n'aurait jamais imaginé que son chemin croiserait le sien, ni que le destin les unirait par un contrat aussi étrange que cruel. Il conclut, il n'aurait jamais imaginé que le désespoir de l'un serait le seul salut de l'autre, à compter de la lecture de ce document. La voix sèche de l'avocat, maître Bertrand, résonna dans le bureau poussiéreux et solennel, où Héloïse et le conseil d'administration de la société, fidèles au vieux tyran Jean-Luc, étaient présents. La clause centrale était un coup dévastateur. Pour conserver un contrôle total et absolu sur tous les biens de la famille Dubois, Héloïse devait épouser un homme âgé de 22 ans, exactement le jour de la cérémonie. Ce mariage devait être consommé dans un délai maximum de 6 mois. À défaut, la fortune et le contrôle de la société seraient entièrement transmis au conseil d'administration. Mais la cruauté ultime résidait dans un détail. Le testament stipulait que le mari devait être célibataire et sans bien, garantissant ainsi que le mariage serait perçu comme un scandale, une humiliation publique pour la femme que son père n'a jamais pleinement acceptée, même après sa mort. Il conclut, « Ce que votre père avait planifié n'était pas une succession. C'était une vengeance sur le champ de bataille. » Désespérée et face à l'échéance imminente, Héloïse charge ses avocats de trouver un candidat répondant aux critères pervers du testament. Il trouve Léo Martin, le candidat idéal compte tenu de sa vulnérabilité financière et de son âge. Léo, avec les dettes médicales de sa mère et ses rêves artistiques déclinants, est la pièce manquante du puzzle de Jean-Luc. Héloïse et Léo se rencontrent pour la première fois dans un cabinet froid et impersonnel. Une atmosphère aussi glaçante que la demande en mariage qui va être faite.
Elle a honte de la situation et est furieuse du souvenir de son père. Il est méfiant et fier, avec le regard de quelqu'un qui en a trop vu pour son jeune âge. La proposition est d'une franchise brutale. Un mariage blanc pour 5 ans. En échange, toutes les dettes de sa famille seraient remboursées. Et il toucherait une somme d'argent millionnaire à la fin du contrat, de quoi assurer l'avenir de sa mère, et peut-être le sien. C'est dingue, dit Léo, la voix chargée de colère et d'incrédulité. Je sais, répond Héloïse avec un profond soupir, la douleur et la fureur se lisant dans ses yeux. Mais mon père était un homme malade, et maintenant, nous sommes tous les deux pris dans ses filets. Il te faut de l'argent, il me faut un nom sur papier. C'est un accord commercial. Elle conclut. Léo a accepté, non par cupidité, mais par désespoir pour sauver sa mère. Le mariage était fixé. Le mariage d'Héloïse Dubois et de Léo Martin devint le cirque médiatique de la saison parisienne. Les tabloïds, assoiffés de scandales, publièrent des titres cruels et des photos retouchées. La belle et la bête millionnaire, le mariage le plus étrange du siècle, ridiculisant ouvertement la différence d'âge et la stature d'Héloïse. La cérémonie fut un spectacle froid et calculé, un théâtre pour la haute société et l'œil vigilant du conseil d'administration. Le soir de leurs noces, l'immense et silencieuse demeure de la rive gauche semblait encore plus oppressante. Héloïse et Léo se retrouvèrent dans des pièces séparées, la distance physique reflétant l'immense barrière qui les séparait. Le silence était presque palpable, troublé seulement par l'écho de ses propres pensées. Finalement, Léo, poussé par un besoin de clarté, se rendit à la bibliothèque, où Héloïse était allongée, plongée dans un livre ancien, cherchant refuge. Il s'arrêta sur le seuil, sa posture juvénile contrastant fortement avec la majesté sombre de la pièce. « Je tiens à préciser une chose, Madame Dubois, » dit-il d'une voix ferme mais teintée de nervosité. « Ceci est un contrat. Je remplirai ma part publiquement. Je jouerai le rôle qui m'a été imposé. Mais je ne vous toucherai pas. Il n'y aura pas d'intimité. » Héloïse leva les yeux de son livre et, pour la première fois, elle le vit non pas comme le garçon que son père l'avait forcé à épouser, mais comme un homme de principe, à la fierté intacte malgré sa vulnérabilité. Il y avait une dignité dans son refus qui la toucha profondément. « Je ne demanderai jamais cela, monsieur Martin, » répondit-elle d'une voix douce mais chargée d'une autorité tranquille. « Mon père voulait nous humilier, nous réduire à des caricatures de sa propre cruauté. La seule façon de le vaincre, de véritablement défier son pouvoir, même après la mort, est de refuser d'être les monstres qu'il a créés. C'est de refuser de nous laisser corrompre par cette farce. » Ce soir-là, ils ne consommèrent pas leur mariage. Au lieu de cela, dans le silence solennel de la bibliothèque, ils ont forgé une alliance, un pacte silencieux de résistance contre l'ombre de Jean-Luc Dubois. Le texte se termine ainsi. Mais le conseil d'administration refusait de croire la vérité. Il ne voyait que la façade qui lui convenait. À partir de ce jour, Héloïse et Léo commencèrent à vivre la farce qui leur était imposée. Dîner public avec l'élite parisienne, apparition à des événements caritatifs, sourires forcés aux paparazzi. Tout cela soigneusement orchestré pour faire croire à un mariage, aussi improbable fût-il. Le conseil d'administration, mené par Maître Bertrand et d'autres hommes fidèles à feu Jean-Luc, les surveillait de près, guettant avec anxiété un faux pas, une faille dans la mise en scène qui pourrait annuler le contrat et leur donner le contrôle total de l'Empire Dubois. Mais en privé, loin des regards indiscrets et des jugements de la société, Héloïse et Léo commencèrent à discuter. Leurs premières conversations furent prudentes, de banalité, de la météo parisienne. Progressivement, la barrière de l'âge et de l'expérience s'estompa. Héloïse découvrit le talent inné de Léo pour l'art, sa passion pour la couleur et la forme, et son intelligence vive, qui se manifestait par des questions perspicaces et des observations perspicaces du monde qui l'entourait. Il découvrit à son tour que derrière la façade d'une femme riche et solitaire, et aux yeux des médias, la bête, se cachait un brillant esprit d'entreprise, une stratège née qui avait bâti un empire et une vie de solitude, de sacrifices silencieux, au nom de l'approbation paternelle. Léo, avec son regard extérieur, commença à s'intéresser aux affaires de Dubois Patrimoine SA, posant des questions que personne au conseil d'administration n'avait jamais osé poser, remettant en question la logique de certaines décisions,
l'efficacité de certains services. Héloïse, surprise et intriguée, comprit que le jeune esprit de Léo n'était pas un simple pion, mais un outil précieux. Elle conclut, Héloïse comprit. L'arme que son père lui avait imposée pouvait être la clé de sa libération, de leur libération à tous les deux. Ce qui n'était au départ qu'un besoin d'occuper le temps et une curiosité mutuelle, s'est rapidement transformé en une complicité secrète et un partenariat inattendu. Héloïse, décelant un potentiel inexploité chez Léo, a commencé à lui apprendre à décrypter les rapports financiers complexes de Dubois Patrimoine SA, à comprendre les stratégies de marché complexes et les nuances du conglomérat de luxe. Elle lui a fait découvrir les rouages de l'empire qu'elle avait elle-même bâti. Léo, avec son regard extérieur et son esprit d'analyse, a tout absorbé comme une éponge. Il n'a pas tardé à remarquer des irrégularités, des détournements de fonds subtils qui sont passés inaperçus, aux yeux avertis mais partiaux du conseil d'administration, des projets surévalués, des investissements douteux dans des sociétés écrans et une série de transactions qui semblaient profiter davantage aux membres du conseil qu'à l'entreprise elle-même. Ils ont compris que le conseil ne se contentait pas d'exécuter la volonté de Jean-Luc. Il pillait l'entreprise de l'intérieur, utilisant le scandale du mariage comme un parfait écran de fumée pour leurs activités illicites. Le plan initial d'Héloïse, qui consistait simplement à survivre au contrat de 5 ans, changea radicalement. Il ne s'agissait plus d'honneur personnel, ni de préserver son héritage. Il s'agissait de justice. L'objectif était désormais de démasquer le conseil d'administration, de faire tomber les hommes qui profitaient de la tyrannie posthume de son père et de prendre véritablement le contrôle de l'empire Dubois. Ils commencèrent à collaborer secrètement, tard dans la nuit, dans les profondeurs de la bibliothèque du manoir, constituant un dossier minutieux contre les hommes de confiance de son père, collectant des preuves, recoupant des données et construisant un dossier irréfutable. Elle conclut, la décision de se battre n'était plus une question d'argent, c'était une question de justice et de chance d'être enfin libre. Les nuits à la bibliothèque devinrent une course contre la montre. Héloïse et Léo, unis par un objectif plus grand que le contrat, fouillèrent toujours plus profondément les données financières de l'Empire Dubois. Léo, avec son esprit jeune et vif, allié à ses compétences numériques affinées au milieu des difficultés de la vie à Belleville, se révéla un partenaire précieux. Il comprenait non seulement les flux complexes de capitaux, mais avait aussi l'intuition de ce qui n'allait pas. C'est lui qui, après des semaines d'enquêtes acharnées, trouva la preuve définitive. Une série complexe de transactions vers des comptes offshore, habilement déguisés en faux contrats de conseil et d'approvisionnement, détournant des millions d'euros de Dubois Patrimoine SA au profit des membres du conseil d'administration. Le dossier était complet, irréfutable. La victoire semblait imminente. Cependant, la méfiance des vautours du conseil était aussi vive que leur cupidité. Maître Bertrand et ses alliés pressentaient que quelque chose se tramait dans les coulisses du manoir Dubois. L'alliance inattendue entre la vieille dame riche et grasse et le jeune opportuniste était une anomalie qu'ils ne pouvaient ignorer. Déterminés à éliminer toute menace pesant sur leur plan, ils ripostèrent. Ils engagèrent un détective privé, expert en scandale et en diffamation, avec pour seule mission de trouver une faiblesse, un faux pas. Le détective, suivant Léo, obtint ce que le conseil espérait. Des photographes clandestins capturèrent Léo rencontrant un vieil ami d'école d'art, un collègue qu'il n'avait pas vu depuis des années, pour discuter d'une éventuelle exposition. Les photos, prises sous des angles suggestifs et déformés par le récit, furent divulguées à la presse avec une information fausse et explosive. Le jeune mari d'Héloïse Dubois la trompe avec un artiste mystérieux. Les gros titres criaient à la trahison. Le scandale était l'aliment idéal pour alimenter le feu que le conseil d'administration voulait allumer. Une réunion d'urgence fut convoquée, à laquelle assistèrent les actionnaires minoritaires, sous prétexte de préoccupation pour l'image et la stabilité de l'entreprise. Le plan était clair. Utiliser la clause de moralité du contrat de mariage, un détail subtil inséré par Jean-Luc pour s'assurer le contrôle de la vie d'Héloïse, pour évincer la nouvelle PDG et prendre le contrôle une fois pour toutes, avant même qu'elle ne puisse songer à les dénoncer. Cette nuit-là, les vautours se rassemblèrent pour porter le coup de grâce.
La salle de réunion de Dubois Patrimoine SA était chargée d'une tension palpable. La climatisation semblait incapable de dissiper l'excitation et la malice. Héloïse était assise en bout de table, l'air grave, mais une lueur à peine perceptible dans ses yeux, que seul Léo, assis à côté d'elle, pouvait déceler. Maître Bertrand, avec un ricanement à peine dissimulé, prit la parole en tant que président par intérim de la réunion. Il commença sa présentation d'un ton grave, projetant sur grand écran des photos truquées de Léo et de son ami, accompagnées de titres sensationnels. « Messieurs et mesdames les actionnaires, c'est avec le plus profond regret que nous présentons la preuve irréfutable de la conduite immorale du jeune époux de Madame Héloïse Dubois, déclara-t-il d'une voix onctueuse. Un tel comportement non seulement ternit la réputation de notre vénérable entreprise, mais viole également la clause de moralité du contrat de mariage, rendant le statut d'héritier de Madame Dubois nul et non avenu. Je propose donc la révocation immédiate de Madame Dubois de son poste de PDG et le transfert du contrôle de l'Empire Dubois au conseil d'administration, comme le stipule le testament de notre estimé fondateur, Jean-Luc Dubois. Héloïse, l'espace d'un instant, parut vaincue. Une ombre de découragement traversa son visage, une performance parfaite pour le public. Mais Léo se leva de sa chaise, sa silhouette jeune et élancée, contrastant fortement avec l'opulence et l'âge des hommes assis à la table. Un silence incrédule s'abattit sur la salle. « Vous parlez de moralité ?» demanda-t-il d'une voix, d'abord basse, puis devenant plus forte et résonnant dans toute la salle. « Vous osez invoquer la moralité tout en pillant cette entreprise de l'intérieur. » D'un clic rapide sur une tablette, Léo projeta sur l'écran non pas des photos de la fraude, mais des graphiques complexes et des relevés bancaires. Les preuves du détournement de fonds. Il détailla chaque transaction offshore, chaque détournement, chaque projet surévalué, nommant les personnes impliquées et le montant exact volé. Le chaos s'installa. Murmures, exclamations de choc et déni emplirent la salle. Au milieu de la confusion, Héloïse se leva, non plus comme la fille recluse et embarrassée, mais comme la véritable dirigeante de l'empire qu'elle avait bâti. Ses yeux, autrefois voilés, brûlaient désormais d'une détermination inébranlable. Avec un art oratoire brillant, aiguisé par des années de batailles silencieuses et de décisions stratégiques, elle dénonça non seulement le vol flagrant du Conseil, mais aussi la culture misogyne et pleine de préjugés que son père et ses hommes avaient perpétués pendant des décennies. Elle parla de grossophobie, d'agisme, de la façon dont il l'apercevait comme une anomalie, une honte, et de la façon dont il tentait de l'utiliser, elle et Léo, comme des pions dans leur jeu de pouvoir. « Cet empire n'est pas qu'une question d'argent, » déclara-t-elle d'une voix ferme et puissante. « Il s'agit d'un héritage que mon père a tenté de ternir même après sa mort, et que vous, dans votre cupidité, avez tenté de détruire. Mais je vous le dis, cet empire est mien, et il appartient à tous ceux qui croient en l'éthique et l'innovation. » Elle s'adressa directement aux actionnaires minoritaires présents, dont les investissements étaient en train de se réduire à néant par les détournements. « Messieurs, le choix est clair. Maintenir ces hommes corrompus au pouvoir ou restaurer l'intégrité de Dubois Patrimoine SA. Je propose une motion de censure immédiate contre le conseil d'administration. » La salle, jusque-là chaotique, observait maintenant Héloïse avec un mélange de stupeur et d'admiration. L'entreprise n'oublierait jamais ce jour. Mais la presse allait devoir réécrire toute l'histoire. Le vote de défiance entraîna la révocation immédiate du conseil d'administration. Les deux hommes, qui s'étaient longtemps considérés comme intouchables, risquaient désormais non seulement une humiliation publique, mais aussi de graves accusations criminelles de détournement de fonds et de fraude. Héloïse Dubois fut nommée PDG à l'unanimité, une acclamation qui mit fin à des années de mépris et de sous-estimation. Son premier acte, en tant que chef incontesté de l'Empire, fut de nommer Léo à la tête de la Fondation Dubois, une initiative philanthropique nouvellement créée, destinée à soutenir les jeunes artistes à faible revenu, leur offrant les opportunités que la vie avait refusées à Léo. Ensemble, Héloïse et Léo commencèrent à transformer l'Empire Dubois en une force du bien, en appliquant des pratiques éthiques rigoureuses, en promouvant la diversité et en brisant la culture toxique et misogyne du passé. Ils ne devinrent jamais amants,
Leurs différences d'âge et le respect mutuel de leurs individualités forgèrent un partenariat plus profond. Ils devinrent les partenaires commerciaux les plus redoutables et les amis les plus fidèles de Paris. L'article conclut: libérés du tyran, ils construisirent un héritage fondé sur le respect mutuel. Le vote de défiance entraîna la révocation immédiate du conseil d'administration. Les deux hommes, qui s'étaient longtemps considérés comme intouchables, risquaient désormais non seulement une humiliation publique, mais aussi de graves accusations criminelles de détournement de fonds et de fraude. Héloïse Dubois fut nommée PDG à l'unanimité, une acclamation qui mit fin à des années de mépris et de sous-estimation. Son premier acte, en tant que chef incontesté de l'Empire, fut de nommer Léo à la tête de la Fondation Dubois, une initiative philanthropique nouvellement créée, destinée à soutenir les jeunes artistes à faible revenu, leur offrant les opportunités que la vie avait refusées à Léo. Ensemble, Héloïse et Léo commencèrent à transformer l'Empire Dubois en une force du bien, en appliquant des pratiques éthiques rigoureuses, en promouvant la diversité et en brisant la culture toxique et misogyne du passé. Ils ne devinrent jamais amants. Leurs différences d'âge et le respect mutuel de leurs individualités forgèrent un partenariat plus profond. Ils devinrent les partenaires commerciaux les plus redoutables et les amis les plus fidèles de Paris. L'article conclut: libérés du tyran, ils construisirent un héritage fondé sur le respect mutuel. La vérité éclata enfin. Héloïse et Léo accordèrent une interview exclusive, réécrivant le récit public. Le scandale étrange devint une alliance de génie. Héloïse fut célébrée comme la visionnaire qu'elle avait toujours été, le véritable cerveau de l'Empire Dubois. Léo, de jeune opportuniste, devint le talent perspicace qui contribua à préserver un héritage. Ensemble, ils dénoncèrent non seulement la corruption du conseil d'administration, mais aussi l'agisme et la grossophobie dont Héloïse était victime, ainsi que le classisme auquel Léo était confronté, forçant ainsi un débat national sur ces questions. Dubois Patrimoine SA en sortit plus forte, plus humaine et plus respectée. La vérité ne fut plus enfouie dans les tabloïds. Elle fut proclamée l'histoire de l'année. Des années plus tard, dans une galerie d'art dynamique financée par la Fondation Dubois, Héloïse rayonnait lorsque Léo, désormais conservateur respecté, présenta le travail d'un nouvel artiste. Il s'approcha d'elle. « Ça valait le coup ?» demanda-t-il avec un sourire. Héloïse contempla les œuvres et les jeunes artistes. « Mon père voulait m'emprisonner avec vous, » dit-elle. « Mais au lieu de cela, il nous a donné la clé pour nous libérer tous. Ils ont gagné en construisant l'avenir qui leur avait été refusé. Message moral et réflexion. Héloïse a été punie pour son corps et son intelligence. Léo a été utilisé comme un pion pour sa jeunesse et ses besoins. Mais ils ont refusé de se laisser définir par les préjugés et la cupidité. Leur histoire, qui a commencé comme une humiliation forcée, est devenue un témoignage de la façon dont la dignité et l'alliance peuvent renverser les structures les plus tyranniques. Elle nous montre que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent ou le contrôle, mais dans le courage de réécrire les règles. Derniers appels à l'action. Et maintenant, je vous pose la question. Combien de personnes sont jugées et sous-estimées en raison de leur apparence ou de leur âge? Combien d'esprits brillants sont réduits au silence? Si cette histoire vous a inspiré, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de croire au pouvoir des alliances inattendues. À bientôt pour la prochaine histoire. Et n'oubliez jamais, parfois, les contrats les plus cruels peuvent forger les partenariats les plus solides.